Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs. Je suis Hélène Belly, j'interviewe des femmes et des hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept, au point d'y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Je m'intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de plus qu'on ne sait pas ? Au fond, écouter et comprendre leur passion, c'est ce qui m'intéresse et je souhaite le partager avec vous. Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Vous venez d'écouter la première partie de l'interview d'Edgy Dirtystein. Elle nous a raconté qu'au cours des années consacrées à réaliser sa thèse, elle a vécu un profond éveil de conscience. Dans ce nouvel épisode, elle nous explique son approche et son travail, tout en poursuivant son récit de vie, que je trouve passionnant. Toujours pour comprendre, parce que tu apportes toujours des éléments super intéressants sur ton histoire personnelle qui est effectivement liée à ton enfance, à tout ce que tu as reçu de ta famille. On comprend vraiment bien les liens que tu fais entre la tête, le corps, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute ton histoire personnelle qui rentre en ligne de compte. Avec tout ça, aujourd'hui, t'en es où, justement ? Tu te définis comme une artiste, praticienne en tatouage, psychocorporel et spirituel. Ouais. Pour moi, tout ce qui fait le lien, là, le fil rouge, comme on dit, c'est vraiment l'art, en fait. Et effectivement, même j'ai essayé de l'aborder sous plein d'aspects, que ce soit sur l'aspect de la thérapie, sous l'aspect du travail du sexe, comme je disais tout à l'heure, où à chaque fois, je me confronte à des artistes ou à des personnes, en fait, qui s'interrogent sur eux-mêmes. Pour moi, un thérapeute, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui est capable de se soigner aussi, qui peut-être a besoin d'autres thérapeutes, bien sûr, à des moments clés, mais qui est capable de savoir où il en est, émotionnellement parlant, et qui surtout applique ce qu'il transmet. On peut pas dire à quelqu'un, fais ça, alors que toi, tu fais complètement l'inverse. Il y a une espèce de discipline comme ça qui est complètement innée, en fait, et du coup, pour moi, c'est vraiment l'art qui va lier tout ça. Parce que c'est un art de vivre et parce qu'il y a aussi l'idée que la vie est une œuvre d'art. Mmh. Mais du coup, ma démarche artistique, plasticienne, elle est un peu particulière parce que maintenant, j'ai monté une galerie d'art, la Papesse, qui est une galerie vivante dans laquelle je fais le tatouage psychocorporel après consultation de tarot ou de lettres hébraïques, parce que je suis dans l'enseignement des lettres hébraïques. Pourquoi l'enseignement des lettres hébraïques ? Alors, je n'ai pas choisi, encore une fois. C'est venu à moi, en fait. Ça fait à peu près 1 an que j'ai découvert, en fait, le tarot de Marie-Elia, des lettres hébraïques. Et ça a été une jolie claque qui m'a J'allais dire qui m'a reconverti, le lapsus, qui m'a renoué en tout cas et qui m'a réconcilié avec la prière, qui est un acte que je voyais, que je faisais étant enfant, mais que je ne faisais plus parce que pour moi il y avait comme une idée de recracher quelque chose de par cœur avec la tête et pas avec le cœur. Mmh. Et j'ai appris avec le cœur. On va dire, de me reconnecter à ma prière d'enfant, de petite fille, grâce à ces lettres-là. Et en fait, c'est juste que les 22 lettres, il y en a 22, comme les 22 arcanes du tarot, les 22 arcanes majeurs. Et en fait, on considère qu'effectivement, à partir de 22 lettres, on peut créer le monde. Parce qu'on peut dire absolument tous les mots. Et les mots, AUX. Ouais. Donc effectivement, c'est un outil qui est très, très intéressant et que j'ai... Oui, ça m'est venu, je saurais pas vraiment dire comment, mais en tout cas, c'est là. C'est là et ça fait partie, du coup, maintenant des consultations et même des tatouages, parce que certaines lettres sont liées à certaines parties du corps aussi, et elles viennent vraiment nous donner une indication sur où on en est sur notre chemin de vie, tout simplement. Mais c'est encore lié à l'origine divine de l'homme, en fait. Tout
je crois que tout le chemin et tout ce fil rouge artistique aussi est lié au fait que je cherchais ma part divine. Et je l'ai cherché dans la chair, je l'ai cherché partout. Puis vraiment, on le voit dans les performances que je fais, par exemple une performance où je m'agrafe la Bible, je pose du discours, du texte sacré sur ma peau, que je fais saigner, que j'ouvre, que je donne en communion au public. Il y a quelque chose comme ça où je cherche. Mais toutes les performances, en fait, elles ont cette dimension-là à chaque fois. Et c'est vraiment à la recherche pas du sacré, mais du divin, vraiment. Ouais, tu me disais, tu fais la différence entre souffrance et douleur. Alors, et donc là, tu y ajoutes recherche du divin. Enfin, comment ça s'opère, tout ça ? C'est en ayant mal ? Non, pas du tout. En fait, je pense que la vie, elle est bien faite. Et que... elle est bien faite et elle est mal faite. C'est comme l'humain, en fait. On est les deux. Ouais. Comme tu vois, quand je te parlais du sujet de thèse, j'ai toujours été dans ce truc de polarité. Ouais. Et j'en ai marre, en fait, de chercher quelle est la vérité, en fait. C'est tout, la vérité. La vérité, c'est le grand tout. La vérité, c'est d'arriver à accepter, à cumuler des choses qui sont incompatibles. Ouais. Et vraiment, ça, j'y tiens parce que c'est quand j'ai compris ça, parce que même pendant ma soutenance de thèse, je reviendrai sur la douleur, mais je fais juste une petite parenthèse. À la soutenance de thèse, je me souviens qu'à la fin de la soutenance, l'un des professeurs qui était invité pour le jury me dit on a bien compris que vous avez le cul entre deux chaises et que vous n'êtes pas capable de choisir entre Despentes et Nicolas XVI. Mais je dis, mais j'ai pas envie de choisir, en fait. Enfin, pourquoi il faudrait toujours choisir entre le féminin ou le masculin, le chaud, le froid, l'essentialisme ou le matérialisme? En fait, on est tout ça. Les deux, exactement. Et quand j'ai monté la Papesse, la galerie, vraiment, en fait, c'est un lieu, moi je le vois vraiment, bon, encore une fois, ça s'est fait vraiment sous des circonstances assez magiques. Mais quand j'ai trouvé ce lieu et que j'ai décidé de faire tout ce que je fais à l'intérieur même de ce lieu, donc réunir des artistes, faire des expositions, faire des conférences, faire des ateliers, des stages, inviter des animateurs de stages et d'ateliers qui sont à la fois thérapeutes et artistes, parce que vraiment, je veux qu'en fait, ce ne soit que des personnes qui soignent avec l'art ou qui se servent de la thérapie pour créer, mais qui vraiment jouent avec ces deux formules. J'ai décidé dans ce lieu de ne plus choisir. J'en ai marre qu'on me demande de savoir si je suis chercheuse, ou si je suis artiste, ou si je suis féministe, ou si je suis ci, ou si je suis ça. En fait, je suis tout ça. C'est pour ça que je te définissais comme une héroïne moderne. C'est que, bah oui, t'as tous ces arcs en ta possession, en fait. Peu importe lequel, t'es à la fois une artiste, t'es à la fois une performeuse, t'es à la fois quelqu'un de très littéraire. La dernière fois, quand je t'ai appelé, tu m'as dit que t'étais en train d'écrire, tu dessines, t'es toutes ces femmes en même temps. T'es aussi une maman, t'es une amoureuse. Je t'ai vu lors d'un atelier, tu nous apprenais à comprendre nos rêves. Donc, t'es aussi une formatrice, t'es effectivement extrêmement complète. C'est ça qui m'intéresse chez toi. Et comme je le disais au début de ce podcast, te faire parler sur ta thèse, c'était juste un biais pour que tu décrives en fait tout cet univers-là qui est extrêmement riche et super intéressant. Donc justement, on fait cette interview dans la galerie La Papesse et c'est un magnifique lieu, je trouve. C'est très beau à regarder, donc c'est très agréable. Je te laisse finir parce que tu décrivais aussi tout ce que tu faisais dans cette galerie. Tu parlais aussi on peut peut-être revenir sur la tarologie, tu voulais peut-être ou sur la douleur, parce que du coup j'ai pas répondu, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que par rapport à la douleur, juste pour revenir, effectivement, avant qu'on commence l'enregistrement, on a parlé ensemble de cette différence-là. Moi je fais la différence en fait entre la douleur et la souffrance, tout simplement parce que comme je disais, la vie elle est bien foutue et s'il y a des choses qu'on comprend pas, elle nous les amène avec de la douleur. Mais si on comprend toujours pas, on peut continuer. Tu veux dire que la douleur serait un conducteur et qu'il y aurait un message derrière ? Toujours. Toujours. On souffre jamais pour rien. On souffre parce qu'on a quelque chose à regarder, tout simplement. Il y a quelque chose à voir. Et pour illustrer ça, je vais parler de l'accouchement parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j'ai vécu vraiment pleinement et dans un cadre plutôt idyllique, je dirais. C'était une expérience, pour moi, c'est une expérience chamanique,
tout simplement. C'est une traversée que je pense que beaucoup de femmes le vivent comme ça, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui le vivent malheureusement très mal, mais dans la souffrance plus que dans la douleur. Parce que oui, un accouchement, ça fait mal, mais ça fait pas mal pour rien. Ça fait mal parce qu'en fait, il y a des choses à regarder, il y a des choses à ouvrir, il y a des choses à... En fait, c'est une mort, clairement. C'est une mort d'une partie de nous pour renaître à autre chose. Et au même titre que la fausse couche ou l'avortement, enfin, il y a des choses quand même qui sont... Mais je dirais même que dans la maladie, même que dans le deuil, dans beaucoup d'autres cas de figure, on se retrouve face à des morts et des renaissances et face à des douleurs qu'il faut savoir regarder et accepter et lâcher aussi. Alors quand je dis accepter, il y a des choses qui sont inacceptables. Mais accepter que ce soit inacceptable, ça aussi, ça fait du bien. On a le droit de dire non, mais on a le droit aussi de dire, en fait, de prendre de la hauteur pour voir aussi comment on est par rapport à ça. Et donc la souffrance, pourquoi tu mets une distinction entre douleur et souffrance ? Parce que je pense que la douleur, elle s'accepte et que la souffrance, non. La douleur, elle fait partie intrinsèque en fait de la vie. Elle est là. Dans l'accouchement, elle est nécessaire parce que c'est ce qui va permettre d'ouvrir le col, c'est ce qui va permettre de laisser passer l'enfant, de laisser passer la femme aussi que l'on va devenir. Et elle permet aussi de renouer avec aussi, si effectivement il y a eu des accouchements difficiles dans nos familles, si notre propre naissance a été compliquée, ça renoue aussi avec tout ça. Donc il y a des choses à regarder et peut-être à préparer avant aussi. Là où la souffrance, ça va être plutôt quelque chose de l'ordre de « je subis ». Comme la mer, en soutien en haut. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein, et ben, ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et gagner vos soirées d'hiver. Je suis dans une spirale sans fin, je déteste me lever le matin, la même sale gueule à toutes les heures, ça en devient malsain, mes insomnies prennent toute la place, mes putains de crises d'angoisse, je trouve même plus la force de me plaindre, tellement ça me lasse. Est-ce que la douleur, elle peut être physique et mentale, et la souffrance, elle est surtout subie ? Je pense que la souffrance, elle est surtout subie, mais je vais faire le parallèle aussi avec le tatouage, par exemple. Beaucoup de gens me disent dans la rue, parce que je suis très tatouée, mais en tout cas, j'ai un bras très tatoué, ouais, tout en noir, et on me demande « Ah, vous avez dû avoir mal, mais quelle souffrance! Vous avez dû endurer, ça va, ça fait pas trop mal ?» En fait... c'est de la souffrance, c'est de la douleur, oui, mais ce n'est pas de la souffrance parce que c'est moi qui ai décidé de le faire. On m'a pas attrapé, bâillonné et tatoué de force. Là, oui, je serais dans la souffrance. Mais si, à partir du moment où moi, j'ai décidé de le faire, je suis complètement... Effectivement, je vais endurer une douleur parce que c'est pas super agréable, mais c'est quelque chose que j'ai choisi. Et dans ce dépassement de la douleur, par contre, ça, c'est très important, c'est que ce soit le tatouage, que ce soit l'accouchement, que ce soit... Quand c'est fait dans des conditions vraiment d'acceptation, où on regarde les choses, il se passe quelque chose quand on en sort, où c'est magique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Oui, on devient finalement... quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, et puis ouais, on a dépassé ça. Donc ouais, en fait, il y a vraiment une force et une puissance qui s'installe, qui est incroyable, notamment pour l'accouchement. Enfin, toutes les femmes que j'ai vues qui accouchaient à la maison, par exemple, et qui le faisaient exactement comme elles voulaient le faire au moment où elles voulaient le faire. Je parle pas de femmes qui ont prévu de faire ça, et que ça s'est déroulé exactement comme elles avaient prévu. Je parle d'accouchement où on a laissé faire comme ça devait se faire et où on a lâché. Et où vraiment les choses se sont passées comme ça devait se passer, mais ça s'est bien passé parce qu'on a arrêté de faire des plans sur la comète et qu'on a laissé faire le corps. Toutes ont aujourd'hui un discours de fierté. Enfin, je vois des femmes qui sont vraiment très, très heureuses et épanouies, en fait. Parce que ça va se répercuter dans leur profession, dans leur couple, dans plein de choses, où d'un seul coup, oui, il y a quelque chose, quoi. Là où, effectivement, une femme qui va vivre peut-être ça de façon moins... qui l'aurait subi, qui l'aurait plus subi et qui va du coup vivre de la souffrance, par exemple. Alors, il y a évidemment, ça peut se passer aussi à la maison, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si jamais effectivement il y a un transfert qui se fait à l'hôpital, c'est que vraiment il y a des complications, c'est que vraiment, et puis les sages-femmes qui accompagnent à ça, elles sont tellement calées et le moindre regard, elles le savent en fait. Il y a même pas c'est des intuitives incroyables.
Mais pour celles qui, par exemple, vivent à l'hôpital en maternité et qui vont vivre justement une certaine souffrance, il va y avoir... moi, je trouve ça hallucinant qu'on laisse sortir les femmes et qu'on n'en parle plus. Tu vois, c'est c'est bon, le bébé va bien, vous allez bien, allez hop, bonne journée, et puis après on est toute seule. Et moi j'en vois beaucoup en atelier, en consultation, des femmes qui, quand on remonte un petit peu le cours du temps et qu'on demande comment s'est passé l'accouchement du premier, comment s'est passé, tac, on se rend compte qu'il y a des femmes qui se mettent à pleurer, il y a des femmes qui n'ont rien réparé, avec leur couple ça va plus du tout, parce qu'en fait, elles se sont retrouvées à vivre des choses hyper extrêmes et qu'elles n'ont pas été suivies après. Bon, évidemment, il y a le bébé, il y a plein de choses à faire après, mais juste en parler, juste pouvoir se retrouver dans un endroit où on en parle et où on explique que ça, c'est pas normal. J'ai vécu ça, c'est pas normal. On m'a séparée de mon bébé, on m'a dit ça, on m'a montré du doigt, on m'a fait un toucher vaginal à tel moment. Non, c'est pas normal, en fait. Et ça me touche beaucoup, mais parce que c'est aussi la dernière expérience corporelle que j'ai eue, hyper intense, donc... Ouais, non, mais de toute manière, c'est des questions effectivement essentielles. Tu peux... pour ramener à tous les raccords que tu fais entre la conscience de ton corps et la conscience de ta pensée. Ouais. La plupart des personnes, je suis très généraliste, mais la plupart des personnes n'ont pas conscience de leur corps et n'ont pas conscience de ce qui se passe aussi dans leur pensée. Il n'y a pas de raccord parfois. Les raccords, les liens ne se font pas. Donc, si on prend l'épiphénomène que peut être l'accouchement et que peuvent vivre certaines femmes, les hommes aussi assistent à ça, sont spectateurs. Mais ils peuvent en être témoins, évidemment pas acteurs, mais ils vivent des choses aussi. Ils le vivent aussi. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que dans l'accouchement, comme épiphénomène, c'est le moyen, le moment de faire ces raccords entre ces synchronisations entre la tête et l'esprit, et elles sont pas du tout évidentes à mettre en œuvre quand t'as pas toi-même avancé, cheminé dans ta vie pour en arriver là. Donc l'accouchement peut même être vécu comme un traumatisme. Mais c'est ça. Parce que ça courgute, quoi. Ça courgute entre l'esprit et le corps. Oui. Et parce que le corps n'a pas été forcément, on n'est pas arrivé à un niveau de conscience ou à un niveau d'éducation. Il faut peut-être de l'éducation pour ça, ou d'expérience personnelle pour arriver à faire ces liens. Mais donc souvent, je pense que l'accouchement, encore une fois, je généralise, mais l'accouchement peut être perçu comme quelque chose, une expérience traumatique. T'as raison. Après, faut en parler, pouvoir en discuter. C'est ça. Et puis c'est aussi le mot qui me manquait tout à l'heure pour décrire aussi l'énergie qui se passe après une expérience qui se passe bien et une expérience de douleur dépassée, c'est la confiance en fait. C'est la confiance en soi et en son corps. Et je pense que ça, effectivement, quand le corps a été traumatisé et l'esprit, et en fait ça aussi c'est pareil. Il y en a marre de choisir entre l'esprit et le corps. Le corps c'est notre esprit, l'esprit c'est notre corps. Enfin, je veux dire, on est complètement interconnectés et il n'y a pas de l'un ou l'autre. Et la médecine travaille vraiment le corps comme étant une carapace vide. C'est des techniciens quoi. Donc oui, dans un accouchement, s'il y a un problème dans l'accouchement à la maison, ma sage-femme me disait toujours, ce sont des excellents techniciens, s'il y a un problème, on va les voir. Mais s'il n'y a pas de problème, et de toute façon, il n'y aura pas de problème, puisque, voilà, tu as fait aussi ton chemin, ta vie, tu sais où t'en es, tu connais... Et puis, ouais, il n'y a pas besoin déjà de positionner en disant, il va y avoir ça et ça comme problème, parce que tu le crées, en fait. C'est là aussi où c'est interconnecté, le corps et l'esprit. À partir du moment où tu décides que quelque chose sera comme ça, c'est ça aussi le pouvoir créateur. Tu décides que les choses seront comme ça, ce sera comme ça. Tu feras l'expérience de ça, forcément, puisque tu es le dieu de ta propre vie, en fait, ou la déesse de ta propre vie. Donc c'est là où on en revient à ce que tu entends par divin. Trouver sa divinité. Exactement. C'est être maître de soi, c'est devenir un maître Yoda pour soi. Non, peut-être pas un maître, parce que c'est un terme qui me... Je dirais, en tout cas, je dirais juste, en fait, être à l'écoute de soi. Parce que dans le côté maître, il y a un côté un peu dressage aussi qui me plaît pas trop, dans la mesure où moi, si j'ai envie de pleurer, je pleure, en fait. Je vais pas être maître de mes émotions. Mes émotions, des fois, elles vont déborder et surtout que je ne sois pas maître, qu'elles débordent. Il faut les exprimer, il faut pas garder les choses. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais c'est aussi ça, du coup, puisque c'est forcément dans une forme de lâcher-prise qui va amener à une conscience de soi, une connaissance de soi. Ouais, c'est la connaissance de soi. Tu mets plutôt cet accent là-dessus, c'est la connaissance de soi. Oui. Faut toute une vie pour se connaître. Faut toute une vie.
Mais ça revient, tu vois, avec la thèse et tout ça, quoi. Moi, je pensais être dans la connaissance, mais je connaissais. Au final, ce que j'ai cherché toutes ces années, c'est juste moi, en fait, et savoir où j'en étais. Et à travers moi, c'est tous les autres aussi. Et donc là, aujourd'hui, t'en es à quel niveau de connaissance de toi ? Tu t'es trouvé ? Il y a toujours à apprendre sur soi, mais t'en es où sur cette connaissance de toi ? J'ai lâché. C'est-à-dire que je vis. J'essaye de vivre au jour le jour. Bon, j'ai plein de projets, plein de trucs parce que je suis une bosseuse et j'ai toujours aimé ça. Donc oui, j'ai toujours tout plein de projets. Même si effectivement l'épisode du Covid nous a montré aussi que c'était bien de lâcher et ça m'a fait du bien aussi, tu vois, de dire bon, maintenant t'arrêtes de bosser là, tu te poses. Bon, j'ai quand même continué un peu à bosser, mais bon, c'est toujours un métier que je fais qui a plusieurs cordes et donc je choisis en fonction de mes cycles aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Si un matin je me réveille, je me dis bon ce matin j'ai envie d'écrire, je vais écrire. Si j'ai envie de dessiner, je vais dessiner. Bon, après j'ai des rendez-vous et des choses qui sont programmées, mais ce qui est bien quand on travaille avec le symbole, c'est que ça travaille aussi avec la numérologie des dates. Donc je sais que c'est jamais par hasard si jamais il y a tel ou tel rendez-vous tel jour. Voilà. Mais je pense que j'ai lâché et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, et c'est ce que m'a appris mon épisode d'ailleurs de cet éveil en 2014-2015, c'est qu'en fait maintenant je laisse la vie me montrer. Je veux plus contrôler quoi que ce soit. Je veux plus décider de faire ci ou de faire ça. Je laisse la vie me montrer. Si effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, je réfléchis 2 secondes. Je dis tiens ça marche pas. Pourquoi ? Et ben si je trouve pas de réponse, je laisse tomber. Et puis c'est pas grave. Il y a des moments, voilà, il faut savoir laisser les choses se faire. Et je pense qu'il y a rien qui arrive par hasard et que la vie elle est toujours plus subtile que nous-mêmes en fait. Parce que notre intellect il est pas on le croit très très brillant, très fort et pas capable de tout, mais en fait c'est un outil quoi. Il faut pas être à son service et il faut laisser les choses aussi se manifester comme elles doivent se faire. Et donc là, dans ta prochaine actualité, tu te laisses porter par quoi ? Du coup, on va fêter les 1 an de la galerie là en septembre. Donc c'est vrai que ça passe vite. Je me rendais pas compte, mais c'est passé très très vite. Et donc du coup, on va faire un vernissage avec une exposition qui va s'appeler Territoires intérieurs. Une exposition qui va justement parler de l'art performance avec une artiste qui a pris en photo des artistes performeurs et qui les a interviewés justement. Donc il y aura aussi du son. Il y a une vidéaste également qui travaille sur le corps et sur le son et sur justement elle est plus dans le chamanisme, donc elle laisse le corps s'exprimer elle fait des soins en fait avec de la musique. Ouais. J'allais le dire en anglais, mais j'aime pas trop les termes anglais. Ouais. Si, vas-y. J'essaye. Non, justement, t'essayes de. C'est peut-être mon séjour au Québec, je sais pas, mais non, j'essaye de traduire tous les termes anglophones qu'on a parce que j'ai un peu du mal avec. Mais bon. Ouais. Donc ça, c'est la prochaine actualité, donc c'est pour septembre. Ça, c'est pour septembre. Et il va y avoir aussi... donc, il y a plusieurs choses aussi qui vont se passer. C'est que... Bon, je vais reprendre les ateliers, là. Les ateliers, c'est des ateliers... Bon, on sera un peu moins que d'habitude. D'habitude, on est entre, je dirais, 15 et 20, grand max. Normalement, là, on va faire des petits ateliers à 10 personnes. Et c'est des ateliers, justement, qui s'appellent Tarot et Spiritualité, où c'est vraiment des ateliers on traverse une seule carte. Mais à chaque fois, c'est l'enseignement qu'il y a dans la carte. Donc, on n'est pas obligé de connaître le tarot. Et c'est vraiment des cercles, la plupart du temps, c'est des cercles de femmes, quoi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de femmes qui viennent. Bon, on a toujours un homme ou deux qui est présent et qui apporte au groupe. Mais enfin, tout le monde apporte, quoi. C'est vraiment des groupes. En plus, c'est un groupe qui commence à se connaître. Il y a un petit noyau et donc elles commencent à savoir les unes les autres ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire à l'une ou l'autre. Enfin, c'est vraiment intéressant. On évolue tout ensemble. Et après, il y a un livre qui va sortir aussi, auquel j'ai participé, le livre de Hélène Huck, aux éditions Tana, qui est sur le tarot, en fait.
et qui s'appelle le tarot c'est la réconciliation le tarot de l'unité, la réconciliation du féminin et du masculin. Et c'est une auteure qui est venue me chercher pour illustrer vraiment de la couverture jusqu'à la fin du livre, tout l'ouvrage. Et c'était une expérience de dingue. On l'a fait pendant le confinement, du coup. Ça s'y prêtait bien. Et c'est super intéressant parce qu'on lui a demandé à la base un livre sur le féminin. Ouais. Et elle a dit, il me manque un truc là. Je peux pas trop m'aventurer que sur un seul pôle. Il me faut l'autre face, quoi. Il faut la préposition « et ». C'est ça. Donc, elle a vraiment travaillé sur les deux. Puis le tarot, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le travail des polarités et tout. Donc, on a bossé là-dessus. Donc, moi, avec mon mélange de cartes, parce qu'en fait, dans mon travail de tarot-thérapie, c'est ce que je fais, c'est que je mélange les cartes entre elles pour créer des illustrations qui vont devenir des illustrations totalement uniques, parce qu'il y a des mélanges infinis avec le tarot. En tout, il y a 78 cartes. Bon, moi, j'utilise uniquement les as, les reines, les rois et les arcanes majeures, mais j'utilise pas tout l'ensemble parce que ce serait énorme. Mais c'est possible, ceci dit. Et à chaque fois, je crée une carte qui est vraiment unique en fonction de la consultation que j'ai faite avec la personne. Qui n'est pas les cartes qui sont sorties pendant le tirage. Parce qu'il peut y avoir plusieurs tirages pendant la consultation. Mais qui va venir résumer, on va dire, ce que la personne vient chercher au moment où elle veut cet ancrage-là dans sa vie. Et bon, ça peut être avec le tarot, mais ça peut être aussi avec certaines divinités. Ça peut être avec des symboles autres, alchimiques ou des lettres hébraïques aussi. Voilà. Donc là, pour Hélène Huck, tu as fait l'illustration, en fait. Tu as fait le dessin pour son ouvrage. Ouais. J'ai fait le dessin, mais ce qui était intéressant, c'est que elle m'a dit qu'elle voulait pas justement d'illustratrice pure et dure, au sens où vraiment quelqu'un qui aurait vraiment illustré son propos. Elle voulait quelqu'un qui comprenne le tarot, qui soit aussi tarologue. Donc c'était intéressant parce qu'on a pu vraiment nourrir ensemble. Vous avez dû réfléchir à chaque fois au symbolique. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Elle m'a dit, voilà, pour tel chapitre, j'aimerais un mélange entre ça et ça. Pour tel chapitre, j'aimerais un mélange entre ça et ça. Puis moi, je disais, soit, oui, carrément, super idée, j'avais pas pensé à ce mélange-là. Ou à l'inverse, c'était plutôt, mais je trouve pas qu'il manque un truc, peut-être qu'on devrait plus amener ça. Puis vraiment, on passait des heures au téléphone comme ça à former finalement cet ouvrage-là. Et là, il va sortir, donc c'est fou. Il sort quand ? Il sort Le 24 septembre. D'accord. Ouais. Tout va venir là au mois de septembre. Tout en septembre. Je crois que là, tous les week-ends, il y a un truc. Après, il y a le Tarot Festival dans le Gers aussi, où je vais intervenir pour une conférence sur le tarot. C'est la tarothérapie, en fait, qui est complètement un terme que j'ai... Enfin, pas la tarothérapie, mais le tarothérapie avec le tatouage rituel, qui est complètement un mélange de deux encore. Oui, ça, c'est ta création. Je pense que vous n'êtes pas nombreux à faire ça. Je connais personne, en fait, qui le fait. Donc, tu es la seule, l'unique. Je pense. En France, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ça et je l'ai vraiment fait... je l'ai suivi comme je l'ai ressenti, mais j'ai pas... non, je connais personne et qui mélange les cartes de tarot et qui les tatoue et qui, en plus... le travail, en tout cas, de thérapie avec le tarot et le tatouage... Le tatouage thérapie peut exister, mais dans des reconstructions mammaires ou dans des choses... plus médicales ou plus spécialisées dans des choses... voilà, ça reste quelque chose de très technique, finalement, en fait, même si, effectivement, ça vient embellir le corps, ça vient guérir quelque chose, mais il n'y a pas forcément... Il y a un travail esthétique avec le tatoueur, où on va discuter et tout ça. Le tatoueur va vraiment entendre et comprendre ce que la personne veut et l'appliquer. Elle va peut-être conseiller aussi, ou il va peut-être conseiller, mais je ne crois pas que je connaisse vraiment de tatoueurs psychocorporels, en fait, où vraiment il y a des consultations de psy avant. Psy, c'est un terme... En fait, c'est du tarot psychologique et spirituel, donc les deux... Tu vas avec on va dire comme ça, le patient. Tu vas essayer de comprendre en quoi ce tatouage va lui apporter un niveau de connaissance sur elle ou sur lui, enfin, le faire avancer dans sa vie. Il y a un peu de ça. En fait, la personne vient me voir et me dit, voilà, je suis intéressée pour faire ça. On prend un premier rendez-vous de consultation d'1 heure où la personne a autant de questions qu'elle veut, où on fait un travail d'abord. La plupart du temps, je commence avec les lettres hébraïques et ensuite je continue avec le tarot. Mais la personne, déjà, je lui demande pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut ancrer en elle. Et en fait, le travail va se faire plutôt sur
En fait, il y a plein de demandes différentes. Il y a des personnes qui vont venir me voir parce qu'elles auront décidé de ne plus jamais être malades. Elles ont eu des cancers, des maladies immunes, orphelines, ou tous les noms, voilà. Elles ont décidé que là, en fait, elles n'étaient plus malades, et c'est le cas. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est une réalité dans mon corps. Je veux l'ancrer. Donc, on va effectivement travailler. Donc, pourquoi cette maladie ? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, on va vraiment faire un travail. On va remonter. Bon, des fois, il y a des choses douloureuses peut-être qui vont sortir, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne a compris de cette maladie-là ou de ce passage-là. Parce qu'en fait, si on ne le comprend pas, ça peut se représenter. Il y a ça aussi. Après, encore une fois, c'est pas une compréhension intellectuelle. Hein. C'est une compréhension vraiment dans le corps et dans le cœur, surtout. Mais il peut y avoir des personnes qui traversent un deuil, qui ont besoin d'être accompagnées, des personnes qui vont complètement changer d'orientation professionnelle et qui n'ont pas trop la force de changer parce qu'elles sentent qu'elles sont attachées à une sécurité pour le moment financière dans leur boulot là, mais que si elles abandonnent, etc. Ça, c'est très fréquent. Donc, on va essayer de sauter le pas et on va essayer de trouver la force, justement, ou l'archétype, ou le symbole, en fait, qui va nous permettre de dégager ça. Et des fois, c'est des symboles qui vont se coller sur certains organes. Ça peut être sur les pieds. Moi, ça a marché, en fait. Mon premier tatouage rituel, je l'ai fait sur moi-même. Et je l'ai fait sur mes pieds, en fait, au Canada, toute seule, avec mon tarot, là, et ma machine dans mon salon. Je me suis ancrée les pieds parce que, vraiment, mon intention, c'était je veux m'ancrer, quoi. Je veux être au sol, je veux comprendre mon corps, je veux vivre là comme mon corps, il me dit de vivre et arrêter dans ma tête à vouloir réfléchir sur le monde et essayer de comprendre des choses. Je veux lier les deux et je veux vivre vraiment ici et maintenant et accepter en toute humilité qui je suis sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc ça peut être des choses comme ça. Après, ça peut être aussi des personnes qui ont des douleurs à certaines parties du corps. Des problèmes de circulation dans les jambes, des problèmes au cœur, des problèmes cardiaques, des problèmes au foie, des problèmes aux viscères. Enfin voilà, on va travailler sur les différentes parties et c'est pas forcément l'endroit que je vais tatouer par contre, parce que ça peut être aussi très fort. Ça l'est, des fois je le fais, franchement, sur le foie, j'hésite pas, même si c'est un endroit qui fait très mal, il y a quelque chose qui bouge assez vite sur le foie, parce que c'est quand même un endroit, symboliquement, en fait, je travaille beaucoup avec le langage des oiseaux aussi, qui est en fait le langage que comprend l'inconscient dans les mots. Quand on parle de la foi, du foie, on parle aussi de la foi en soi, tu vois. Donc, avoir foi en soi, c'est quoi ? Enfin, toutes les maladies qui sont liées au foie, tu vois, que sont aussi des maladies qu'on peut se créer avec de l'alcool, avec de la nourriture, avec des choses extérieures qui vont venir nous remplir parce qu'en fait, on ne trouve pas le bon tuyau, enfin, la bonne, le concentré de nous-mêmes, en fait. Donc, on va remplir avec des trucs extérieurs, mais l'intériorité, finalement, on va passer à côté. Et ça va passer par des addictions. Tu parlais, c'est parce que ça touche à la confiance que l'on a en soi. Ouais. Et la confiance, elle est rattachée à la foi en soi. Ouais. Et donc, on peut faire le lien peut-être... Enfin, t'es en train de faire le lien avec l'organe. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de choses comme ça. Tu vois, le périnée, bon, je tatoue pas des périnées, mais... Quoique, si on me demande, pourquoi pas. Mais je travaille... justement, par exemple, dans des rituels, tu vois, avec le périnée aussi. Le périnée, c'est le père inné. Pourquoi ? Parce que le père, c'est censé être celui qui nous soutient. C'est censé. Mais du coup, dans notre image, vraiment, celui qui nous soutient dans notre corps, c'est lui, quoi. Et si on n'a pas de soutien dans notre vie, eh ben, peut-être qu'on peut avoir un périnée qui se déglingue, en fait. Tu vois, parce que, en fait, mais il faut savoir le demander, le soutien. Il faut être aussi en phase de se dire, bah, tiens, j'ai besoin de soutien. Merde, j'en ai marre, là. En fait, je veux du soutien. Mais voilà, il y a ce côté père inné qui est intéressant dans le langage des oiseaux. Il y a plein de mots comme ça, en fait, dans le corps. Puis après, il y a plein de symboles, plein de mots aussi qui vont se rattacher. Là, c'est le travail, par exemple, de Annick de Souzenel, que j'aime beaucoup, qui travaille avec l'hébreu biblique, mais qui travaille aussi avec le symbolisme du corps. Elle va rattacher certaines parties du corps, justement, à la Bible. J'ai découvert une autre personne, Luc Biget, qui travaille sur la mythologie. Toutes les parties du corps sont liées avec des mythes aussi. Et vraiment, le symbole, c'est ça. C'est que c'est une réalité, c'est dans notre vie de tous les jours et c'est quelque chose qui fait partie, en fait, de notre corporéité, en fait, de notre incarnation, qu'on incarne au quotidien.
En fait, le langage des oiseaux, non, c'est ça, mais c'est aussi le langage, par exemple, dans nos rêves ne parlent que ce langage-là. C'est-à-dire que des fois, on a des messages qui sont délivrés et c'est un peu camoulox, quoi. On ne comprend rien et au matin, on se réveille, on est là, j'ai rêvé de ça. Et après, tu dis à voix haute et là, tu fais « Oh, mais ça veut dire ça !» Et bien, il faut le dire à voix haute. On ne peut pas garder un rêve dans sa tête parce que, encore une fois, on a besoin de l'inconscient et de la conscience pour être. On ne peut pas se passer de l'inconscient. Si on n'est que dans la conscience, ça va pas. Et si on n'est que dans l'inconscience, ça va pas non plus. Il y a vraiment ce mélange. On a besoin des deux. C'est inséparable, en fait. Donc, pour analyser un rêve, il faut le dire à voix haute. Et des fois, il y a des mots qui vont sortir. Et les enfants sont très forts pour le langage des oiseaux. Ouais, j'ai un petit de 2 ans qui commence à parler. Il me sort des trucs des fois. Mais oui, évidemment, tu es un génie. Comme quoi, par exemple ? J'ai plus d'exemples, mais il m'en a sorti un il y a 2 jours. C'était très, très rigolo. Qu'est-ce qui m'a sorti ? Ah ben voilà. Alors, c'est pas tout à fait du langage des oiseaux, mais on partait en vacances. La personne qui nous prêtait la voiture pour partir en vacances s'appelle Pascal. Quand donc son père est parti chercher la voiture, quand il est revenu, je lui dis on part où ? Il me dit chercher la voiture de Pascal, d'accord. Et il a un livre qui s'appelle Pascal la cigale. Donc on arrive dans le Var, il y a des cigales, je lui dis il faut suivre les cigales pour arriver chez grand-mère, d'accord. Et là il me dit il faut suivre la voiture de Pascal la cigale. Enfin il a fait un espèce de mélange où finalement Pascal était devenu celui qui était la cigale qui chantait, qui nous permettait d'aller en vacances. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là. Et du coup, c'est à se tordre de rire, c'est génial, mais c'est du génie parce que moi, j'avais pas pensé que oui, je lui parle de Pascal, je lui parle des cigales du Var, il me fait le lien entre la voiture et... C'est génial. C'est drôle et c'est génial. C'est un rêve, en fait. Ils sont complètement connectés, les enfants, en fait. Ils sont vraiment dans l'inconscient au plus pur, dans le grand tout, quoi. Ouais. Non, c'est chouette. Ça peut même nous servir de conclusion, cette petite anecdote au sujet que tu as décrit au sujet de ton fils. En tout cas, au travers de ce podcast, encore une fois, merci de m'avoir accueilli dans la galerie La Papesse, donc 17 rue Saint-Aubin, sur Toulouse, parce que maintenant, on comprend mieux qui tu es, Edgy Dirty Stein, donc bien une artiste. Et en plus, tu nous as expliqué ce que tu fais avec les tatouages et le lien que tu mets avec l'art de la tarologie, le corps, les tatouages et la guérison. De l'art et du corps et du lien que tu fais entre la conscience et aussi l'inconscient. Donc c'est super. En tout cas, je te remercie infiniment merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci bien.